On a souvent tendance à appeler l'histoire du jeudi noir de la synthèse, qui a vu vraiment des événements. 21 mars 2002, Bourse du travail de Dakar. Il est 13h30 sur l'avenue du président Lamine Gueye. L'endroit est calme, rien ne présage d'une possible tragédie. À l'intérieur, on observe tranquillement la pause déjeuner. Soudain, une horde de nervis, armés de coupe-coupe, de gourdins et de cocktails Molotov, investissent les lieux. Un assaut brutal et meurtrier est lancé. Armés jusqu'aux dents avec des bidons d'essence, voilà, ils ont forcé les portes des bureaux, ils ont détruit toutes les archives, ils ont aspergé d'essence un peu partout dans les salles, ils ont mis le feu. Et résultat des courses, il y a eu beaucoup de blessés, des gens brûlés véritablement terriblement blessés. Donc c'était vraiment horrible à voir. Il s'est passé une attaque perpétrée par Cheikh Diop et compagnie contre la Bourse du travail et son nouveau patron, Mody Guiro, qui était sorti victorieux, sorti vainqueur des élections pour remplacer Mady Diop à la tête de la synthèse. Alors, ça n'a pas été digéré par les adversaires de Mody Guiro. C'était, disons, le cadre de Madia, c'est les gens de la synthèse sortant. C'était des jets de pierre, c'était des coupe-coupes, des haches. Donc, c'était des tessons de bouteilles aussi. Donc, ils étaient armés de toutes ces armes-là pour vraiment attaquer la Confédération. On revenait du recouvrement, du service du recouvrement. Donc, on a vu quand même des gens débarquer, descendant d'un bus, d'un car, d'un car Manitou, car de transport en commun. Pour nous, c'était des camarades du transport routier qui venaient participer à une réunion. Mais nous avons fait vite déchanter parce qu'à l'entrée, tout juste à l'entrée de la bourse, ils ont eu à casser des bouteilles, à sortir leurs gourdins, à sortir leurs coupe-coupe. Et là, on s'est enfermé dans le bureau qui se trouvait être tout juste en face du portail. Le chauffeur Moussa était derrière le bureau en train de prendre sa pause. Moi, j'étais en train de voir ce que j'ai eu à faire dans la journée. Automatiquement, c'était des hauts-là, ils nous ont menacés. Donc, on est sorti, Moussa est sorti, je l'ai suivi. Et bon, c'était un saccage, c'était un saccage du bureau. Ils ont saccagé le bureau, ils ont brûlé tous les documents. Les dégâts sont colossaux, des voitures sont calcinées, des bureaux vandalisés. Et comme si cela ne leur suffisait pas, ils vont atteindre le degré zéro de l'humanité. Ils aspergent d'essence 3 personnes. Et la suite se passe de commentaires. Quand j'ai demandé à Awa de prendre la route du bureau, en tournant, j'ai entendu quelqu'un dire que Pabi Kilobok, le vieux là en fait partie. Donc il faut pas le laisser partir. Quand nous avons pris les escaliers pour aller au secrétariat, ils ont lancé des cocktails Molotov en artificiel. Moi, j'étais entre aux escaliers qui fait face au petit mur qui est derrière le bureau. Les cocktails Molotov, quand ils l'ont lancé, cela s'est reversé sur nous avec le feu et l'essence. Ils nous ont poursuivis au niveau de l'escalier. Donc, c'est à partir des escaliers qu'ils ont eu à jeter des bombes des cocktails Molotov. Ensuite, ils ont mis de l'essence dans les escaliers. Ce ne sont pas seulement les cocktails, mais ils ont aspergé les escaliers d'essence. Ils ont brûlé les matelas alors que nous étions coincés entre les deux marches des escaliers. Donc, il a fallu que nous supportions toutes ces flammes sur nous, le temps que l'essence s'estompe. Nous avons forcé. J'ai demandé à Awa de forcer, de ne pas rester sur le feu, de forcer. Je les ai poussés à sortir du feu. Moi, je me suis précipité pour enlever mes habits
Et quand j'ai enlevé mes habits, j'ai attrapé Moussa Aou, mais malheureusement c'était trop tard parce qu'il avait tout le corps brûlé. Idrissa Aou, Awesso et Moussa Sow sont brûlés vifs. Les secours tardent à venir, les victimes agonisent. C'est finalement plus d'une heure après les faits que les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, alors que Moussa et compagnie se trouvent déjà à l'hôpital principal, évacués par des collègues de travail. Le secrétariat de la synthèse a téléphoné les sapeurs-pompiers. Ils n'ont pas venu. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de sécurité, donc ils ne pouvaient pas venir. Ils ont téléphoné le ministère de l'Intérieur. Nous avons resté pendant presque 1 heure de temps. Personne n'est venu. On est resté là presque 1 heure de temps, 2 heures de temps, attendant l'ambulance pour nous évacuer. Mais chaque fois, la police nous disait les sapeurs nous disaient qu'on ne pourrait pas intervenir tant que la police n'est pas venue pour constater. Alors moi, j'ai dit que c'est un coup monté. C'est un coup monté à un plus haut niveau. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur, les sapeurs-pompiers qui sont ici, même pas 500 mètres de la bourse du travail, s'ils refusent de venir parce qu'il n'y a pas eu de l'ordre, et nous qui nous ne sommes pas armés, et qu'on est à l'intérieur de la bourse, avec cet incendie, j'ai dit que c'est un coup monté. Cette tragédie qui vient de toucher la plus grande centrale syndicale du pays intervient dans un contexte politique très particulier. Nous sommes à l'an 2 de la première alternance. Maître Abdoulaye Wade est au pouvoir. La synthèse, jadis affiliée au Parti socialiste, n'a encore rien perdu de sa représentativité. Et Abdoulaye Wade aussi, à son arrivée au pouvoir, donc, quelques mois avant le changement intervenu à la tête de la synthèse, avait son candidat. Et il a poussé Cheikh Diop à créer, après la synthèse FC, Force du changement, avec les Bahaou, Nyong, Omar Sané et d'autres, d'anciens lieutenants même de Madia Diop, mais qui l'ont abandonné parce qu'il y a eu changement de régime. Parce que, comme vous le savez, à l'époque au Sénégal, il y avait 7 régions au départ. La synthèse était considérée comme la 8e région politique. Parce que la synthèse était affiliée au Parti socialiste. Elle était considérée comme une coordination régionale. C'est pourquoi la synthèse avait des députés, comme les Madia, les Omar Sané, Ibrahima Sarr. À cette extrémité, je peux dire qu'il y a un problème politique là-dedans. Bien que c'est un problème syndical, mais il y a un problème politique qui a créé toute cette situation. Parce que le congrès de la Bourse du travail est coïncidé avec l'alternance politique. Quand il y a eu l'alternance politique, Madia avait dit qu'il ne va pas se présenter pour le prochain congrès. Donc il y a des gens qui étaient des responsables qui postulaient le poste du secrétaire général. Et tout ça, c'était Abdoulaye Wade. C'est Wade qui voulait casser le mouvement syndical sénégalais pour qu'il n'y ait pas de grève pour manœuvrer normalement sans faire face à des syndicats puissants capables de paralyser la vie économique. Wade même avait proposé les brassards rouges contre les grèves. Donc les grèves le dérangeaient. Il voulait gouverner sans problème. Alors, il a tenté de diviser, et il a même divisé la synthèse. Tout le monde sait que Cheikh Diop et compagnie étaient des éléments armés soutenus par Abdoulaye Wade. Madia Diop, qui dirigeait la toute-puissante centrale syndicale depuis plusieurs années, proche d'Abdou Diouf et membre du bureau politique du Parti socialiste, venait d'être remplacé à la tête de la centrale par un de ses hommes de confiance. Mody Guiro est élu. Les fils de Madia se sont battus. Il y a un fils vainqueur qui s'appelle Mody Guiro. On les a agressés. On a tout fait pour montrer en réalité que tous les syndicalistes étaient égaux devant la bourse du travail, alors qu'ils savaient pertinemment que l'UNSAS avait son siège à Castor. Il y avait le congrès confédéral de novembre 2011 qui devait élire le secrétaire général actuel, Mody Guiro.
qu'il a élu d'ailleurs à un suffrage vraiment écrasant par rapport aux autres candidats qui étaient Cheikh Diop, Ibrahima Konté et autres. Donc il y a eu aussi l'avènement du SNEL. Donc la tendance de Bakhaw avait quitté les rangs de la CNTS. Ce qui restait ici, en l'occurrence le SNEL originel de la CNTS, devait renouveler ses bases. Nous sommes allés en congrès. Bon, avec tout ce qui s'est passé, même le jour du congrès, ceux qui n'étaient pas du camp de Guiro, ceux qui étaient très proches du pouvoir, jusqu'au jour du congrès, il y a des femmes qui avaient des enveloppes de 50 000 francs qu'ils remettaient à des délégués dans les vestiaires. Tu acceptes de voter pour eux, on te donne une enveloppe de 50 000 francs. Voilà comment ça s'est passé. Mais comme les délégués, les travailleurs avaient la détermination d'élire le camarade Guiro, alors donc cela ne pouvait pas prospérer. Certainement, certains responsables ont encaissé de l'argent, mais ils ont voté de l'autre côté. Avec beaucoup de difficultés. C'est Yorodé qui présidait le congrès. Moi, je l'ai dit, monsieur le ministre, si on reste comme ça, on ne va pas élire un bureau. Et c'est dangereux de rester comme ça jusqu'à 8 h du matin sans pour autant meubler le bureau. Ce serait un échec. Tout le monde était fatigué. Mais finalement, le bureau a été élu, mais avec des postes qui étaient réservés pour ceux qui avaient boudé. Parce que quand on a annoncé le verdict, Cheikh Diop et sa bande se sont repliés. Une élection très mouvementée qui va provoquer une scission au sein de la plus grande centrale syndicale du pays. Une division qui se fera dans la douleur et la violence. Battu par Guiro, Cheikh Diop conteste la décision des urnes. Il met sur place sa propre centrale syndicale. Il ne cherche pas loin pour trouver un nom à l'organisation. La CNTS, force du changement, est née. Au cours d'une réunion, je pense que c'est la dernière réunion d'ailleurs à laquelle les syndicalistes devaient procéder au vote, quand Madi a prononcé son discours, un discours qui semblait être le discours d'intronisation de Cheikh Diop, de Mody Guiro. Alors les Cheikh Diop et tous les contestants sont levés d'un seul coup, ils ont mis la salle d'un sens dessus-dessous, ils ont commencé à insulter, à proférer des menaces contre Mady Diop, pour qui donc il le prenait comme quelqu'un qui voulait en tout cas faire un forcing pour installer de force Mody Guiro. Et donc il s'en est suivi donc un grand tohu-bohu dans la salle. Les gens sont sortis là, les journalistes sont sortis en catastrophe pour éviter en tout cas de recevoir des coups. On avait senti qu'il y avait des nervis qui étaient dans la salle. On ne peut pas divorcer et ne pas quitter la maison du mari. Le mari, c'était Madia, la synthèse, le patron. Il dit que bon, ils vont créer une centrale. Ils ne vont pas accepter le verdict du congrès. Bon, on a dit non. Du moins, la centrale a dit non. Parce qu'on ne peut pas aller en congrès, élire un bureau et créer une autre centrale à l'intérieur de la centrale. Ça, ce n'est pas possible. Le syndicat de l'enseignement, SNEL, eux, ils sont organisés pour organiser leur congrès. Parce que le secrétaire général qui dirige ce syndicat-là était de l'autre côté. Donc comme il est parti et qu'il y a des militants SNEL qui restent à l'intérieur de la centrale, il fallait organiser un congrès pour ces militants qui sont toujours fidèles à la centrale. Quand ils ont retenu une date, le matin de très bonne heure, Bakhaw et certains de ses responsables sont venus à la bourse pour dire qu'il n'y aura pas de congrès. Qu'il n'y aura pas de congrès de SNEL. Parce que le SNEL est allé rejoindre Cheikh Diop. Donc il ne va pas y avoir un congrès pour SNEL. À partir de ce moment, il y a eu des heures et la tendance de la FC disait, de la CNTS FC disait qu'il n'était pas question qu'il y ait une scission du SNEL. Donc il y a eu des heures et finalement les gens ont eu à débouter la tendance de la CNTS FC. Et ce qui n'a pas plu l'autre tendance, finalement, ils sont revenus le jeudi 21.
Au lendemain de l'incendie criminel des locaux de la bourse, Mody Guiro et ses camarades portent plainte contre Cheikh Diop et compagnie. Ils les accusent d'être les commanditaires. Ils étaient au moins une quinzaine de personnes qui ont pu être identifiées par des témoins, des journalistes qui étaient là-bas, des gens. Et même des victimes qui les ont vus, et qui étaient avec eux, qui les connaissaient. Ils étaient dans le même syndicat avant la déchirure, avant la scission. L'opinion publique est sous le choc face à cet acte de barbarie et de cruauté sans limite. La classe politique dans sa globalité, la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme condamnent. Le président de la République se rend à l'hôpital principal au chevet des victimes. À sa sortie, Maître Abdoulaye Wade se dit horrifié par cet acte odieux. Du coup, il exige que les auteurs soient traqués et punis sévèrement. Malgré cette volonté affichée du chef de l'État, les agresseurs courent toujours. Aucune interpellation de suspect. Pourtant, des partisans du vieux Madja Diop déclarent avoir reconnu certains des assaillants. Certains étaient habillés en baïfal, surtout les responsables. C'était pour masquer leur identité. Mais comme c'est des personnes que nous connaissons, alors j'ai identifié ces personnes-là, en l'occurrence Tarsey, Cheikh Diop, etc. Alors, quand je les ai vus, les nervis sont tournés autour de ces responsables-là parce qu'eux, ils n'avaient pas participé au détriment des véhicules et l'incendie et incendié les véhicules qui étaient sur place. Et ils n'ont pas participé. Mais ils ont donné des instructions parce que les nervis ne connaissent pas la bourse du travail. Donc il y avait des responsables qui étaient au milieu de cette foule, qui donnaient des cibles, qui orientent les nervis, surtout le bureau de recouvrement, qui était en face de la bourse. Ils ont commencé par ce bureau. Et à l'intérieur de ce bureau, il y avait Awoso, il y avait Moussa Aou qui était le chauffeur, parce que c'était eux qui faisaient le recouvrement. Ils étaient téléguidés, ils étaient recrutés par des responsables syndicaux qui leur ont montré les lieux qu'il fallait attaquer. Donc, ils étaient de la CNTS-FC. Donc, ils étaient presque une quarantaine, voire une cinquantaine à attaquer la bourse du travail. Donc, quand même, on a eu à escalader les murs pour vraiment nous trouver dans nos bureaux. 10 jours plus tard, l'une des victimes, Idrissa Aoudi Moussa, chauffeur de Madja, âgé de 32 ans, succombe à ses blessures après une longue et atroce agonie. Il laisse derrière lui une famille meurtrie. Les bus sont venus de Diamaguène, de Rufisque, de la banlieue, pour attaquer la bourse et tuer des gens. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Mody Guiro a perdu son chauffeur. Il y avait Moussa Aou. Nous sommes restés à l'hôpital au moins pendant 4 ou 5 mois. Voilà ce qui s'est passé. Alors, il y avait 3 victimes. Il y avait moi, il y avait Alioune Ndiaye, il y avait Awaso, 4 victimes, il y avait Moussa Aou. Moussa Aou est décédé à la suite de ces brûlures. On n'a jamais cru que des responsables syndicaux pourraient faire de pareils actes. Donc, moi, je m'en suis sortie avec des brûlures de 3e degré. Donc, j'ai eu à faire des cures 4 fois au niveau de la Roche-Posay. Après une hospitalisation, Moussa Sow et moi, de 2 mois et demi au niveau de l'hôpital principal. Donc, on est resté dans les urgences presque 1 mois, vraiment avec des soins intensifs. Et l'autre là, Alioune Ndiaye, s'en est retrouvé avec une jambe cassée. C'est d'ailleurs à cause de ces blessures qu'il a perdu la vie. Moussa Aou n'a fait que 4 jours, je ne sais 5, Moussa, dans les urgences. Donc, c'est ça. Nous sommes vraiment les premières victimes de l'alternance, vraiment de qu'on parle d'autres victimes, mais on a souvent tendance à oublier l'incendie de la bourse du travail. Brûlé au second degré le jour de l'attaque, Moussa Sow n'avait qu'une seule obsession, sauver sa collègue, la dame Awoso. Malheureusement pour lui, il est tombé sur des agresseurs animés par une intention de tuer. Quand ils ont fini de faire cette salvagerie, alors j'ai retourné pour demander à Awa et Moussa Aou
d'aller en haut parce qu'il y avait des étrangers qui étaient dans le bureau de Madia, qui étaient au secrétariat du bureau confédéral. Je les ai demandé de venir rejoindre ceux qui sont à l'intérieur. Et Madia était en haut. Alors, quand j'ai demandé à Awa de prendre la route du bureau, en tournant, j'ai entendu quelqu'un dire que Fabi Kilebok, le vieux là en fait partie. Donc il faut pas le laisser partir. Quand nous avons pris les escaliers pour aller au secrétariat, ils ont lancé des cocktails Molotov en artificiel. Moi, j'étais entre les aux escaliers qui fait face au petit mur qui est derrière le bureau. Les cocktails Molotov, quand ils l'ont lancé, cela s'est reversé sur nous avec le feu et l'essence. L'enquête piétine. Le secrétaire général de la CNTS accentue la pression sur les autorités pour que les meurtriers du chauffeur de Madia Diop soient arrêtés et sévèrement punis. Mody Guiro internationalise le combat. Ils se rend à Bruxelles, Abidjan et Paris, entre autres grandes capitales du monde. Une stratégie finalement payante. 10 jours après l'incendie criminel, le secrétaire général du syndicat de la marine de pêche est arrêté. Doudou Fall Niang, membre de la branche dissidente de la CNTS, est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Plus les jours passent, plus les enquêteurs privilégient la piste des militants du lieutenant de Wade. Après Doudou Fall Niang, les éléments du commissariat de police de Rebeuss procèdent à l'interpellation de Dame Lo. Le secrétaire général du syndicat des transports routiers est soupçonné d'avoir recruté des nervis et participé à l'incendie criminel de la centrale. Malgré cette série d'interpellations de membres de CNTS-FC, les partisans de Guiro réclament plus. L'arrestation de Cheikh Diop, considéré comme le principal commanditaire de l'incendie, est exigée. Sans quoi, ils menacent de descendre dans la rue. Il fallait voir cette attaque avec des bandits, avec des jerrycans remplis d'essence. Ils ont tout brûlé, ils se sont attaqués aux gens. Tels des fauves. Fous furieux. Et après, comme l'État était derrière, Wade était derrière, personne n'a osé arrêter Cheikh Diop. Au même moment, la presse révèle d'intenses lobbies de certains tenants du pouvoir pour protéger Cheikh Diop, militant actif du Parti démocratique sénégalais. Mais la déclaration de Wade de sévère face à cet acte de barbarie ne lui laisse aucune chance. L'action des procureurs de la République a été positive parce que nous avons pris des conseillers, en l'occurrence Elas Diouf et d'autres avocats. Mais plus particulièrement, Elas Diouf s'est singularisé parce que c'est lui qui a appelé les médias, c'est lui qui a tout fait. J'ai dit que si ce n'était pas Elas Diouf, Cheikh Diop et ses complices ne seraient pas arrêtés. Ils ne seraient pas arrêtés. J'ai tapé sur la table. J'ai crié au scandale. J'ai multiplié les sorties médiatiques, les conférences de presse. Je me suis attaqué à la gendarmerie, à la police, parce qu'on avait saisi les deux à la fois. J'avais déposé 2 plaintes. Et là, je crois que finalement, on ne pouvait pas ne pas interpeller Cheikh Diop et compagnie. Un mois après les faits, plus exactement le 17 avril 2002, Cheikh Diop est arrêté par la division des investigations criminelles. Il est inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'alors. Les faits qui se sont déroulés au niveau de la Bourse du Travail et qui ont valu à M. Cheikh Diop, Matar Sey, Dame Diop et consorts une arrestation pour des faits d'incendie volontaire, de destruction de biens, de vol également en réunion et de meurtre. Et ils ont fait l'objet d'une inculpation qui a duré quelque temps avant d'être traduit en cour d'assises dans le cadre d'un procès qui était particulièrement long. Matar Sey, un autre lieutenant de Cheikh Diop, est appréhendé pour les mêmes faits. Au total, 5 responsables de la CNTS-FC et 2 Rufisquois suspectés de faire partie des nervis reçoivent leur billet d'entrée à Rebeuss. À l'époque, Maître Elas Diouf était membre du pôle d'avocats des victimes. Le juge Bal a subi toutes les pressions. Pendant 18 mois, il a résisté aux assauts du pouvoir de Abdoulaye Wade qui lui donnait l'ordre de libérer les Cheikh Diop, les militants du PDS. Il a su tenir bon.
il a résisté. Il a été considéré même comme un ennemi du PDS. Le jugement a été sanctionné après, affecté à Louga, en tant qu'ancien doyen des juges. Pour le punir, on l'envoie après à Louga. Et quand il a été remplacé, on a renvoyé le dossier rapidement pour être jugé, pour que ces gens-là puissent être libérés. Les présumés assassins sont renvoyés à la cour d'assises. Lors du procès, l'avocat général Cheikh Tidiane Ba demande à la cour de disqualifier le crime d'assassinat retenu contre les accusés en meurtre. Ils ont été relaxés acquittés sur plusieurs chefs d'accusation. Il y avait un problème d'imputabilité. Vous savez qu'en matière pénale, le procès pénal c'est un tout. Le procès pénal c'est au-delà du droit, un procès de psychologie, un procès qui implique également la morale, la philosophie, un procès qui implique la psychologie et un ensemble d'éléments que seul le juge peut convoquer pour pouvoir trancher la question de droit. Donc le procès pénal ne peut pas être appréhendé du point de vue de l'opinion, du point de vue de celui qui, de l'extérieur, pense et a un jugement qui lui est propre et qui juge selon son code d'honneur. Dans le cadre de cette affaire, il y avait, au point où nous en étions, un problème d'imputabilité qui s'était posé. Est-ce que c'était Cheikh Diop qui avait donné l'ordre aux assaillants d'ôter la vie à des personnes ou d'incendier la bourse du travail? Parce que vous savez qu'en droit pénal, il y a ce qu'on appelle le dol prioritaire intentionnel. C'est-à-dire que si quelqu'un, l'exemple classique, c'est si quelqu'un brûle un feu rouge et à l'occasion de cela, il cause un dommage beaucoup plus important en tuant un passant. Du point de vue de ce décès, on peut considérer qu'il y a une faute, mais que les conséquences sont beaucoup plus importantes que ce à quoi s'attendait l'auteur des faits. Et dans le cadre de cette affaire, la difficulté c'était de régler la question de l'imputabilité. Parce que déjà Cheikh Diop et consorts contestaient qu'ils avaient donné l'ordre de tuer qui que ce soit, qu'ils avaient donné l'ordre également de procéder à la destruction de quoi que ce soit, mais que cela a pu être causé par des acteurs qui, dans la précipitation et également dans la confusion, ont pu commettre des forfaits qui ne pouvaient pas être imputables directement aux organisateurs des événements. L'imputabilité, c'est quand on ne sait pas qui est derrière, qui a fait quoi. Dès qu'il y a une main armée, celui qui a armé la main, il est responsable. Donc l'imputabilité n'a jamais posé de problème. Il s'est agi d'un pouvoir qui était là et qui était derrière le jugement. C'est tout. Et qui voulait coûte que coûte, faire libérer ces éléments qui étaient en réalité manipulés, instrumentalisés, envoyés à la bourse du travail. On ne pouvait pas les abandonner. Après les avoir utilisés. On les a utilisés, on ne pouvait pas les abandonner. Le 20 octobre 2003, la cour d'assises de Dakar condamne Cheikh Diop à une peine de 18 mois ferme. Ses co-accusés écopent des peines allant de 6 à 18 mois de prison, excepté l'un d'entre eux, jugé par contumace et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Des peines que les accusés ont déjà purgées durant leur détention préventive. Ils ont fait 18 mois de prison. Ils sont condamnés à 18 mois, alors qu'ils risquaient la peine capitale, la peine de mort. L'incendie volontaire, à l'époque, dans le code pénal, avant la modification du code pénal, c'était la peine capitale. Donc ces gens-là, on les vient envoyer à la guillotine, fusillés. C'est ça que prévoit le code. Ce procès très médiatisé a tenu en haleine le pays pendant 17 jours. Il est qualifié par la presse et les avocats de la partie civile de scandaleux. C'est vrai que le verdict avait été, on ne peut pas le contester, mais c'est que beaucoup, c'est pas seulement les journalistes, la presse, mais c'est en tout cas un peu l'opinion nationale qui était émue de voir Cheikh Diop libéré, parce que tout simplement, beaucoup étaient convaincus que voilà, il était le commanditaire du saccage de l'incendie de la bourse du travail. Et donc, même dans la salle du tribunal, quand le juge a prononcé le verdict, les gens ont
un peu critiqués parce qu'ils n'osent pas le faire ouvertement par crainte d'être inculpés pour trouble à l'audience. Mais vous sentiez, en regardant les gens, vous sentiez effectivement que l'assistance n'était pas d'accord par le verdict qui était prononcé. Devant les morts d'hommes, les incendie volontaires, 18 mois, ce n'est pas sérieux. Tout le monde a crié au scandale. Parce qu'il y avait la main de l'État derrière. La décision était déjà connue avant même que le dossier sorte. Parce que nous avons été reçus au niveau de la présidence de la République. Paix à son âme, la dame maître Mambassegna, elle nous a dit de bouche à oreille que notre quartier général c'était ici. C'est elle qui nous l'a dit. Moi, Awassou, Aline Ndiaye et les héritiers de Moussa Af. Ils nous ont reçus à la présidence, c'était pour trouver une solution à ce problème-là. On dit que le quartier général c'était ici. Essayons-nous de trouver une solution. Alors, quand un quartier général est élu au niveau de la présidence de la République, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce que vous allez qualifier à ceux qui l'ont fait? Il y avait également un problème de preuve relativement aux faits personnels pour M. Cheikh Diop ou M. Damlou d'avoir posé des actes qui ont consisté à incendier eux-mêmes les locaux de la Bourse du Travail, mais que quand même, ce qui était prouvé, c'est qu'il y a eu incendie, mais à qui imputer ces incendies? Et le droit pénal également est un droit de certitude. Le juge pénal ne statue que sur la base de l'intime conviction, au sens de l'article 414 du Code de procédure pénale, qui nous dit que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Mais cette intime conviction n'est pas une conviction arbitraire. 13 ans après le drame, les survivants Moussa Sow et Awa Sow ne cachent toujours pas leur déception suite à ce verdict, selon eux, trop clément pour les accusés. On les a arrêtés. On les a mis en prison pendant combien? Pendant 18 mois, je crois. Pendant 18 mois. Et la cour d'assises, elle les a convoqués. Mais les crimes que vous voyez ici, quand on arrête les coupables, mais ils restent pendant combien de temps en prison? 5 ans, voire même 10 ans en prison. Cheikh Diop et ses complices n'ont fait que 18 mois. L'affaire est enrôlée. On a toujours tendance à dire que la justice de notre pays est indépendante. Nous sommes des citoyens, donc on ne pourrait que s'adjuger à ce que la justice a proclamé, mais nous sentons quand même que ça pouvait être mieux que ça. Ça pouvait être mieux que ça dans la mesure où ce sont des gens qui ont eu à tuer des personnes, à rendre des gens presque invalides, infirmes. Voilà, donc ça pourrait quand même être, ça aurait été dans d'autres pays, je pense que ça pourrait être encore beaucoup plus sévère et que ces gens-là quand même doivent être même démis de leur responsabilité syndicale. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un et vouloir quand même diriger encore des travailleurs. Quand je voyais les détenus, Cheikh Diop plus particulièrement, qui se mettait comme ça avec son journal pendant l'audience, il lisait son journal, donc il n'était pas inquiet. Mais quelqu'un qu'on a impliqué dans une affaire de meurtre, qui vient en audience, en cour d'assises, il n'aura pas la conscience tranquille. S'il lit un journal, c'est parce qu'il a quelque chose, comme dit les Wolofs, Le temps passe, mais ils n'oublieront jamais cette fatidique journée du 21 mars 2002. Sur leur corps, des séquelles de l'agression, mais les blessures psychologiques sont encore plus profondes. Ils sont marqués à vie. Ça a été vraiment dur. Rien qu'à penser à cet événement, vraiment on est complètement dépassé. Il m'arrive des fois, même quand il y a du bruit, je tique. Et quand j'entends souvent du bruit, j'ai souvent peur. Et c'est instantané. Je me lève pour voir c'est quoi et voir là où me cacher. Là, de plus en plus, j'ai peur des foules, j'ai peur vraiment du bruit. Donc, ce sont des séquelles qui restent et demeurent. Au-delà des séquelles physiques, je peux dire que ces gens, ils sont vivants, mais ils sont morts. Parce que du point de vue de leur vision du monde, il y a quelque chose qui a basculé définitivement.
Alors, les gens ne voient pas ces souffrances invisibles. Ces souffrances sont là, dans l'esprit de la personne. Tout ce qui peut rappeler à la personne l'événement hors du commun est une chose horrible et qui réactualise l'événement. Et c'est ainsi que c'est les gens qui vont chercher à éviter certains endroits, certains bruits les gênent, certaines images mentales sont là, récurrentes, qui reviennent dans l'esprit et qui t'empêchent de dormir, qui te met dans des situations de dépression masquée, c'est-à-dire que la personne vit, mais au fond de lui, il y a une dépression qui est là, constante, qui l'assaille et l'handicape. Nous souffrons de nos douleurs malgré tout parce que c'est quand même pour une dizaine d'années, on n'a que quelques maigres trucs à gagner sur la peau. Donc, on a constamment des douleurs, qu'on supporte malgré nous. Et le traitement coûte excessivement cher, surtout pour une dame, ça coûte cher. Voilà. Nous marchons avec nos séquelles. C'est un coût en santé publique énorme que d'avoir vécu ces événements de la bourse du travail. Je me souviens de cette bourse du travail que les gens ont flambé. Tu te dis, mais comment peut-on flamber des personnes? Parce qu'ils savaient pertinemment qu'il y avait des personnes et ils ont mis le feu. Ça, c'est un comportement de type psychopathique. Hein? Ça veut dire des gens quelque peu fous, quelque part. Ils sont parmi nous, des psychopathes. Qui vivent avec nous, qui vont et qui viennent, mais qui sont capables de poser des actes criminels sans culpabilité, sans réfléchir. Des personnes comme cela, il en existe, il faut pouvoir les identifier. L'oubli est difficile, voire impossible pour les victimes de l'incendie de la bourse. Pour eux, justice devait être rendue.